Bienvenue. Merci à vous. J'espère que la pause déjeuner s'est bien passée. S'il vous plaît, on va y aller. Alors, avant de commencer, justement, par rapport au timing, on doit commencer vraiment à l'heure, puisqu'on doit terminer absolument à l'heure. Il y a un départ donc, devant le centre de congrès de Vinci. Il faut absolument y être aux alentours de 18h, 18h15 grand maximum. Il y a vraiment des impératifs techniques par rapport au bus. Si vous arrivez à 18h31, vous passerez la soirée au Burger King tout seul devant votre coca. Ça serait dommage. Mais voilà, on insiste beaucoup parce qu'il y a des impératifs au niveau stationnement en hypercentre des bus. Donc le bus partira vraiment à 18h30, pas à 31 ni 32. Voilà, on vous donnera toutes les indications. Si vous avez des questions pour prendre le tram, etc., n'hésitez pas. Mais je crois que vous, hier soir, vous en êtes très bien sortis. Donc on est bien. Je vais juste introduire le thème. Donc effectivement, sur les documents de référence, on a évidemment le cadre commun Digital FCU que tout le monde a consulté, a pris par cœur voilà, avant cet après-midi. Et puis je me servirai un petit peu de la note de synthèse du CNAM sur les micro-certifications dans lesquelles il y a des éléments intéressants. Donc parmi les choses que j'ai retenues pour introduire ce propos, il y a le concept d'employabilité qui me paraît important pour effectivement coller aux besoins en perpétuelle évolution du monde du travail, et donc la nécessité de mettre en place des dispositifs courts, modulaires, hybrides et certifiants, hein, pour citer une partie du cadre commun. Un autre point qui m'a paru important, c'est de parler de favoriser à terme l'inscription effectivement des micro-certifications du projet Digital FCU dans les répertoires nationaux de France Compétences. Ça, on en parlera évidemment pendant les intervenants en parleront. Et puis de dire aussi qu'il y a une assurance qualité de la délivrance de certifications universitaires par rapport à des certifications diverses et variées du secteur privé. Les universités productrices de formation portent la responsabilité pédagogique de la formation, incluant l'animation des classes. Et ça a retenu aussi mon attention parce que pour moi, c'est ce qui fait la différence avec notamment Calliope, qui ne va pas regarder forcément les contenus pédagogiques et la mise en place des contenus pédagogiques. Donc là, ça sera développé, j'imagine, après aussi par les différents intervenants. Et puis, ce document, comme vous le savez certainement, s'appuie sur la recommandation du Conseil de l'Union européenne du 16 juin 2022 sur l'approche européenne des micro-certifications. Donc là, je crois que M. Berthoud aura des choses à nous dire sur l'échelle européenne, puisqu'il revient d'un événement à Cork, hein, c'est ça, en Irlande. Donc les micro-certifications, il est bien précisé, peuvent être autonomes ou être combinées pour former des certifications plus étendues. Voilà, sur les définitions un petit peu de base. Dans le cadre commun, j'ai retenu aussi quelque chose qui me paraissait intéressant. C'était l'idée, donc cette favorisation à terme, c'était aussi la notion de catégorie. Donc il y avait plusieurs catégories de micro-formation. Et surtout, le cadre horaire est intéressant puisqu'il y a un cadre horaire qui a été un petit peu officialisé et défini, hein, si je ne me trompe, entre 7h et 30h. Voilà. On y reviendra également. Ensuite, sur les différentes problématiques qui vont être abordées, effectivement, et que j'ai entendu, je vais un petit peu m'appuyer sur ce qui a été dit notamment à un atelier ce matin, donc des difficultés de financement de nombreuses certifications et notamment du fait qu'elles ne soient pas inscrites au RNCP, au ORS et donc ne sont pas CPFisables pour utiliser un néologisme un peu barbare. Difficulté à trouver des enseignants aussi pour répondre à tous les besoins des micro-certifications de plus en plus variés et riches. Donc voilà, des besoins en recrutement. Et justement, donc je vais commencer à donner la parole aux différentes personnes autour de moi. Donc Marc Audon, à ma gauche Ariane Fréhel et Benoît Berthoud, pardon. Donc je vais poser une première question. Alors je ne sais pas, peut-être à Ariane. Voilà, par exemple. Donc ma question, c'était justement sur ce besoin de recrutement en enseignants. Où est-ce qu'on en est? Est-ce que c'est une problématique voilà, qui fait partie des différentes problématiques sur le sujet des micro-certifications?
Alors, je pense que la situation, forcément, est variable dans tous les établissements. À partir du moment où la politique va être portée par la gouvernance, par la direction de l'établissement qui décide, parce qu'elle a remporté un appel à projet, parce qu'elle l'a inscrit dans son contrat stratégique, de se lancer dans les micro-certifications, il y a une incitation forte qui peut être faite auprès des enseignants. Et puis, il n'y a pas que des enseignants qui interviennent dans les micro-certifications. Souvent, c'est un mixte ou une paire ou un doublon, comme on veut, enseignants professionnels. Et c'est cet ensemble qui fait la valeur souvent des micro-certifications qui vont être proposées. Pour ce qui nous concerne, en tout cas pour le cas du CNAM, on a lancé un appel à projet et on a eu des volontaires. Donc voilà, il y a aussi une forme de lancement, de portage politique, d'incitation. Et puis il y a des collègues qui vont s'inscrire dans ce domaine-là. Dans d'autres établissements, il va y avoir peut-être plutôt une approche thématique où les établissements vont dire nous, on s'est spécialisé sur telle thématique, on a remporté un appel à projet sur cette thématique dans lequel on s'est engagé à produire des micro-certifications sur tel sujet. Et dans ce cas-là, évidemment, ils ont mobilisé leurs équipes plus particulièrement sur ces sujets. Donc je pense que le développement va être inégal d'un établissement à l'autre, de ceux qui vont se poser un peu sur tous les sujets et de ceux qui vont se concentrer sur un domaine qui est leur expertise, leur point fort, sur lequel ils se sont assurés de la disponibilité des enseignants. Alors juste pour rappel, le sujet c'est les micro-certifications, mais également les blocs de compétences et les inscriptions au ORS. Donc je vous demanderai d'essayer d'équilibrer entre les trois thématiques au cours de nos échanges. Je vous propose peut-être, alors il y avait une vidéo par rapport au CNAM, vous souhaitez qu'on... Voilà, on va commencer par Benoît. Alors Benoît, vous revenez donc vous êtes allé fin mai à donc un rassemblement européen donc à Cork. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Parlez directement. Donc effectivement, moi j'ai participé, donc j'ai représenté également la FCU à ce qu'on appelle la Global Lifelong Learning Week, donc la semaine globale de la formation tout au long de la vie, qui était composée de 2 événements. Bon, Ariane était là notamment. Le premier événement qui était un colloque Europe-Asie, et le second qui était le colloque de l'Association européenne des services de formation continue. Et il a notamment effectivement été question du développement de nouveaux modes de certification, qui a occupé quand même une grande partie des débats, sachant que la volonté de la communauté européenne, c'est d'inventer, pour le dire comme ça, des nouveaux diplômes et des nouveaux modes de certification des acquis et des activités professionnelles. On peut passer au... Je ne sais pas si ça affiche. Voilà. Si on peut passer à la présentation. Voilà, merci. Alors donc on s'est mis d'accord pour vous faire une petite présentation donc de l'ensemble des travaux qui peuvent être, qu'on peut être menés dans le cadre de la communauté européenne. Alors moi-même, pour me présenter, je suis enseignant-chercheur en sciences de l'information de la communication à Sorbonne Paris-Nord. J'ai une longue histoire avec l'Europe puisque j'ai été lauréat du programme Horizon H 2020. Donc j'ai eu un appel d'offres recherche qu'on appelle ERC et j'ai également été lauréat du programme Erasmus+. Donc effectivement, on va dire que l'Europe est quelque chose qui à la fois me passionne, m'intéresse et est clairement structurant. Juste 5 slides qui introduira, et je suis sûr que Marc pourra rebondir dessus. Déjà, j'ai mis nouveaux cadres de certification. Alors pourquoi des nouveaux cadres? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de nouveaux? Alors les données du problème. Tout simplement, quand on lit effectivement toute la littérature européenne, quand on écoute et quand on épluche les déclarations des commissaires européens, que ce soit Nicolas Schmit, commissaire à la formation professionnelle, on voit qu'on est face à un monde en transition, sont toujours cités les transitions green et digital avec 2 leviers et des enjeux majeurs de société qui reviennent constamment. La précarité, la souveraineté, bon on est en période d'élection, il faut savoir que ces deux nécessités sont regroupées au sein d'un programme qui s'appelle Horizon 2030, qui est le programme de recherche européen qui est voté par le Parlement européen, qui définit des priorités. Donc c'est démocratique, ils définissent des priorités. Et après des appels d'offres pour un montant qui cette année a été évalué à 8,9 milliards d'euros, qui sont répartis donc entre les universités européennes. Tout simplement, pour le résumer, on a un besoin de compétences nouveaux, avec des nouveaux modes de production, de consommation et de communication. Alors là, je vous donne 3 exemples. Alors, béton thermodynamique, tout simplement, parce que par exemple, dans mon université, là, on a déposé le brevet récemment pour un béton qui fait du froid quand on le chauffe. Vous voyez l'intérêt, c'est qu'effectivement, c'est une solution pour la climatisation, qui est un désastre écologique. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, si on vous construit une maison béton comme ça, et si vous percez un trou pour mettre un tableau, vous allez avoir une explosion de fréon. Et vous allez y passer, la maison va s'écrouler, quoi. Donc c'est pas encore commercialisable. Mais typiquement, ça, c'est effectivement un nouveau besoin de compétences. Et là-dessus, il faut former absolument toute la chaîne des ingénieurs au bâtiment. Et en même temps, donc, on a ce nouveau besoin de compétences et on a une Europe et un Occident qui est vieillissant. Très clairement,
Et ça, c'est mondial. Hein. Et là, c'était l'intérêt d'avoir effectivement des collègues asiatiques. Et encore nous, on est plutôt bien. Hein. Je veux dire, les Japonais et les Chinois sont dans une situation absolument dramatique. Mais bon, vous le voyez là, effectivement, hein, tout simplement, en 13 ans, vous voyez que l'âge moyen en Europe s'élève aujourd'hui à 44,6%. Hein, et alors qu'il est de 30 ans dans le reste du monde. On a un solde négatif, et c'est pour ça que je mets une immigration bienvenue avec un petit clin d'œil aux récents résultats électoraux, puisqu'il permet d'équilibrer le solde démographique de l'Europe. Ce qui veut dire qu'on a une immigration qui est structurelle, hein, qui n'est absolument rien de conjoncturel, et dont nous avons besoin pour faire fonctionner nos économies et nos sociétés. Dans tous les cas, vous voyez que la formation de la vie, c'est un enjeu majeur. Très clairement. Alors il y a des pays qui ont déjà quantifié le point de bascule. Les Pays-Bas, à partir de 2026, auront un accroissement des étudiants en formation tout au long de la vie et une baisse en formation initiale. Nous, en France, c'est à partir de 2028 où on va assister effectivement à cette bascule-là. Mais c'est une bascule qui, en tout cas, est structurelle. Alors, comment on répond à ça ? Juste, alors j'ai fait une slide en 4 parties. On répond à ça avec nos certifications et notre cadre européen de certification, que Marc connaît bien, puisqu'il veille dessus comme une poule sur son œuf, hein, pour dire ça comme ça. Alors, vous le connaissez tous, donc le cadre européen des certifications qui est commun. Donc, il a 8 niveaux, hein, qui vont des savoirs de base, niveau 1, aux savoirs les plus avancés, niveau 8, qui correspond au doctorat. Et en 2019, pas de chiffre plus récent, malheureusement, tout vient d'Eurostat, vous voyez, près de 40% de diplômés dans les niveaux 5-8 dans l'Union européenne. Ça augmente constamment, hein, mais il n'empêche que 60% de la population de l'Union européenne reste hors de l'enseignement supérieur. Également, nous avons une structuration commune, outre ces niveaux communs. La fameuse structuration, alors en France, LMD, dans tous les autres pays, BMD, pour Bachelor, Master, Doctorat, qui correspond au processus de Bologne. Alors là aussi, on pourrait penser que tout le monde fonctionne de la même façon. Ce n'est pas le cas. Par exemple, 50% de l'Union européenne a un niveau L, ou licence, qui est aligné sur 180 ECTS. Par contre, en Allemagne, en Espagne, etc., c'est 240. Donc ça correspond à 4 années. C'est la même chose pour les masters, 50% sur 120 ECTS, et d'autres pays qui ont des modèles qui sont effectivement un peu plus, j'allais dire étranges, moi, non, qui sont les leurs, finalement. Donc Espagne, Pays-Bas, et ainsi de suite. Avec en plus des salubarités, les titres d'ingénieur, les diplômes d'État, etc., qui ne relèvent pas de ce système-là. Mais globalement, on a aujourd'hui tous le même système, et donc on l'applique, et nos certifications, elles sont construites selon une logique commune, ou du moins une monnaie commune, c'est ECTS, une logique, ça va savoir. Et enfin, dernier point, des certifications continentales avec une reconnaissance automatique des diplômes, ce qui veut dire qu'un étudiant tchèque, slovène, etc. doit pouvoir s'inscrire dans une université d'un autre pays. Dans les faits, c'est moins vrai. Alors c'est totalement vrai en France et en Espagne. C'est beaucoup moins vrai au Portugal et en Croatie. Et là encore, on parle des diplômes, c'est-à-dire de ceux qui ont une licence et un master. Mais si vous arrivez avec des crédits ECTS en disant « j'en ai 115, prenez-moi en France », alors là, vous n'avez aucune chance. Donc pour dire ça comme ça, on a construit une monnaie, par contre on n'a pas construit la mobilité qui va avec, sauf quand elle est accompagnée dans le cadre d'un programme comme Erasmus, où là il y a une reconnaissance généralisée, quasiment automatique des acquis. Bon bref, on a un mode de certification, on l'a construit ensemble, parmi les plus vieux d'entre nous, on a tous participé à la réforme LMD, donc qui nous a permis d'avoir des certifications qui sont internationalement reconnues, mais 60% des habitants de l'UE n'y participent pas, premier point. Deuxième point, elles sont peu inclusives, puisqu'effectivement, elle s'appuie sur des savoirs formels, les savoirs académiques, tels que nous dispensons, les savoirs non formels qui sont dispensés lors des universités ou informels avec l'expérience professionnelle sont encore la portion congrue, donc ça c'est un second problème. Et enfin, elles sont quand même construites sur le modèle du degree, c'est-à-dire des certifications de programmes longs. Alors j'ai mis sans souci de modularité parce qu'il y a un recul, je vous rappelle qu'il y a encore 10 ans, on avait des diplômes en 2 ans et des diplômes en 4 ans. Ce qui était, mine de rien, une forme de modularisation. Là, vous n'avez pas le choix, vous faites 3 ans ou 5 ans. Et quand vous êtes étudiant aujourd'hui en France, vous avez un peu l'impression de prendre le TGV. Et quand vous êtes en formation tout au long de la vie, c'est encore pire parce qu'il faut prendre le TGV, mais il est déjà en marche. Donc il faut sauter dedans quand il est en train de passer. Donc grosso modo, on a des certifications, mais qui sont peu adaptées à notre objet ici, d'aujourd'hui. Donc la proposition, c'est effectivement ces micro-credentials, donc, qui ont été, alors la réflexion elle-même a été entamée il y a une quinzaine d'années, mais qui ont été autour de l'objet de la recommandation de 2022 de la Commission européenne, qui vise principalement 2 groupes, et qui d'ailleurs forment une définition européenne de la formation tout au long de la vie. Les groupes vulnérables qui sont exclus de l'enseignement supérieur,
Vulnérables à tous les niveaux, hein, que ce soit économiquement, que ce soit culturellement. Alors, on a assisté à une conférence sur les nomades irlandais, là, par exemple, qui était un peu surréaliste quand même. Bon, bref. Et les montées en compétences pour faire face aux transitions. Hein, donc, on vise effectivement tous ces publics en mal de qualification. Et cette certification, elle repose sur 3 choses. Des acquis d'expérience, donc qu'on doit décrire et évaluer, bien sûr. Mais déjà, ne serait-ce que les décrire, parce que là, on parle d'Europe, hein. Déjà, ne serait-ce que les décrire, c'est pas simple. Deuxièmement, expérience d'apprentissage de courte durée, donc là, il va falloir la cadrer. Donc, c'est quoi micro? Et là, on a bien vu qu'il y avait des pratiques extraordinairement diverses. Hein, ça pouvait aller de 6 heures à 60 heures, hein, dans toute l'Europe. Et enfin, il faut l'évaluer selon des critères transparents, avec donc un référentiel de qualité. Et là, effectivement, au niveau européen, nous ne sommes pas non plus d'accord sur ce qu'on considérait être la qualité d'une formation. Cette micro-certification, elle doit, selon cette recommandation, avoir 3 caractéristiques. Elle est transférable, c'est-à-dire qu'elle peut être reconnue par d'autres certificateurs et des employeurs. Elle est cumulable, ça veut dire que vous pouvez empiler comme ça, hein, effectivement, des micro-credentials, de façon à vous construire un parcours de certification. Vous avez un petit panier et vous cumulez les ECTS. Et elle est complémentaire, puisqu'elle doit pouvoir effectivement être valorisable dans le cadre de nos degrés, c'est-à-dire de nos diplômes chez nous nationaux. Et effectivement, elle donne lieu à un engouement mondial avec des tas de noms, hein, nano-degrees, micromaster, micro-degrees, mais il y en a presque trop, à tel point que micromaster a par exemple été déposé par Harvard et par TEDx, leur plateforme en ligne, et donc on ne peut plus l'utiliser. Donc effectivement, on est aujourd'hui dans une situation où il y a une confusion, hein, autour de ces micro-certifications. Pour finir, donc, l'idée, c'est de construire ce nouveau mode de certification européenne. Et j'entends bien européenne, puisque la volonté de la communauté européenne, c'est déjà d'avoir une machine à mobilité entre pays et entre emploi et éducation. Pour converger, comme ça, vers des standards européens, ça, c'est le premier point. Déjà, il faut qu'on soit d'accord. Ça va être quoi? Comme dans le cadre de la réforme LMD, le processus de Bologne, on s'est mis d'accord en disant c'était quoi un diplôme? C'était quoi? Là, c'est la même chose. Donc effectivement, une politique qualité et des guidelines au niveau européen. Ça, c'est un chantier auquel s'est attelé UCAN, donc l'Association européenne des services de formation continue. Vous voyez que si on n'arrive pas à définir cette politique qualité, on n'arrivera jamais à permettre l'inscription de ces nouvelles certifications dans les National Quality Framework, donc nous le RNCP et le RS, et dans le European Quality Framework, donc l'ensemble des certifications européennes. Donc elles ne seront pas financées, on aura du mal à assurer leur transférabilité et leur mode de compatibilité avec nos autres diplômes, notamment la validation d'acquis. Alors rien ne s'expliquera sur ce sujet. Mais bon. Deuxièmement, il faut certifier un parcours apprenant, puisque ces micro-credentials, effectivement, vous les prenez vous quand vous êtes en emploi. Et là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit bien qu'en Europe, on a une multiplicité de modèles d'accompagnement du projet professionnel. L'exemple américain, c'est un parcours balisé, c'est-à-dire que les universités restent extrêmement proches de leurs alumni, leur font des prescriptions sur plusieurs années. On vous dit, voilà, tu vas revenir dans 2 ans, tu feras ça, dans 4 ans, tu feras ça, dans 6 ans, tu feras ça, parce que ton métier va évoluer de telle ou telle façon. Nous, en France, on est sur un modèle totalement autonome qui est celui du CPF. Alors c'est très joli, sauf que quelque part, c'est à vous de vous débrouiller. Et c'est à vous d'aller chercher les solutions par rapport à l'évolution de votre activité. En sommes-nous capables? Vous voyez quand même qu'il y a très peu d'informations à notre disposition. C'est l'une des raisons qui a fait que l'Europe a reculé sur l'idée d'un CPF européen, qui était quand même à l'agenda de la Commission. Alors ça va sûrement revenir, parce que même malgré le résultat des élections, en fait, c'est quand même le parti, qu'on va dire conservateur européen, qui reste très largement au pouvoir, donc Ursula von der Leyen risque d'être réélue, hein, et donc il n'y aura pas de changement de politique. Mais là, en tout cas, les limites de cette autonomie, elles sont clairement posées. Et enfin, s'inscrire dans une vision partagée des compétences avec ce référentiel qui s'appelle ESCO, qui est un référentiel européen des compétences, qui est en fait un traducteur. Vos diplômes donnent des compétences, et vous pouvez effectivement mettre ces codes qui vont permettre de les traduire en espagnol, en tchèque, en italien. Hein. Et aujourd'hui, nos suppléments au diplôme, par exemple, sont dans leur immense majorité pas traduits. Nous, universités, on est quand même des machines à mobilité. Donc nos étudiants, on doit leur permettre de se projeter hors de nos frontières. Si on ne traduit pas ces suppléments au diplôme, ça veut quelque part dire qu'on laisse l'étudiant se débrouiller avec son diplôme. Et enfin, le troisième défi, ce serait clairement d'embarquer la communauté académique, alors qu'un peu l'idée d'Ariane avec ses modes de recrutement. Hein. Déjà, alors, selon moi, en explicitant le service public de la formation tout au long de la vie. Ça, c'est une certitude, et c'est une volonté européenne qui a voté un pilier européen des droits sociaux, dont le premier droit est la formation tout au long de la vie. Donc il y a l'idée qu'effectivement, on est face à des publics vulnérables et des publics qui ne sont pas dans des standards académiques.
Construire également une approche partagée des apprentissages formels, informels, etc. Ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à faire. Avec le LMD, on reste très formel. Hein, on reste vraiment sur des tests, des UCE, des UE, des EC et ainsi de suite, directement. Et enfin, s'inscrire vraiment dans l'environnement académique. La clé, ça va être le lien avec la recherche. Nous, université, c'est quand même notre grande spécificité. Ces formations qui sont des formations de upskill ou reskill, elles doivent forcément avoir un rapport prospectif et un rapport avec une actualité scientifique et technologique. Et peut-être aller vers une pluridisciplinarité avec par exemple le programme STEAM, un programme européen qui veut connecter les sciences de l'ingénieur et les sciences sociales. Hein, et qui donc là est des axes avoués directement. L'idée avec tout ça, c'est de construire des appels d'offres européens pour la construction de ces micro-credentials. C'est véritablement pour pouvoir les financer au niveau européen. Donc là, on travaille à l'heure actuelle avec UCAN sur une recommandation qui va être d'ouvrir le programme Horizon 2030 hein, à des appels d'offres de programmes de formation qui seront sur ce modèle-là. Merci. Justement, pour rebondir sur ce que vous disiez, je voudrais relire la définition hein, justement de l'Union européenne des micro-certifications. Donc, il s'agit d'une preuve des acquis d'apprentissage visant un petit ensemble de compétences acquises au travers d'une courte durée d'apprentissage, évaluée au regard de normes transparentes appuyées sur un système qualité. La preuve d'apprentissage et d'acquisition de compétences doit permettre d'identifier le détenteur de la micro-certification, l'organisme qui la délivre et la nature des compétences acquises qui doivent être pertinentes sur le marché du travail. Elles peuvent être capitalisables et empilables vers une certification. Et avant de passer la parole à Ariane, je voulais revoir sur les 3 catégories, hein, ça me semblait très intéressant. La micro-certification experte, la micro-certification d'actualisation et la micro-certification partenariale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ça ? Alors, c'est pour donner une illustration. Ce qu'on a dit, c'est qu'il y a un cadre général que nous a bien planté Benoît, un cadre européen qui nous dépasse. Qui nous dépasse, auquel on participe. Et puis, il y a le cadre français et ce qu'on essaye de faire ici en France. Donc moi, je voudrais parler de l'exemple de ce qu'on a fait au CNAM. Peut-être pour commencer, projeter une vidéo qui résume un peu notre projet au CNAM. Et puis ensuite, donner les détails sur ces 3 types de micro-certifications qu'on a prévues et montrer en quoi on est dans quelque chose aussi de plus collectif qui est extrêmement proche de ce qui se fait dans le programme Digital FCU et en quoi on espère ensemble que ça soit un modèle entraînant pour l'ensemble de l'enseignement supérieur public français, parce que si on fait la même chose ensemble, en même temps qu'on marche dans la même direction, on sera plus convaincant vis-à-vis de nos tutelles, françaises d'abord, européennes ensuite. Le CNAM vous propose des micro-certifications conçues pour répondre rapidement à vos besoins d'acquisition et de développement de compétences dans un marché du travail en perpétuelle mutation. Les micro-certifications du CNAM visent à développer ou à renforcer des savoirs, aptitudes et compétences spécifiques ou expertes dans des thématiques innovantes, directement et immédiatement applicables dans votre contexte professionnel. Quels sont les avantages des micro-certifications ? Dispensées par nos enseignants-chercheurs de haut niveau et des experts professionnels associés au CNAM, elles combinent théorie et application pratique. Les micro-certifications sont faciles d'accès, modulaires et flexibles. D'une durée comprise entre 7 et 30 heures, majoritairement accessibles en ligne, elles vous permettent une inscription au gré de vos besoins et un apprentissage à votre rythme. À la clé, vous obtiendrez un certificat numérique que vous pourrez valoriser sous forme de badge numérique en le partageant sur vos réseaux sociaux ou sur votre CV. Que vous soyez salarié, professionnel indépendant, demandeur d'emploi souhaitant dynamiser votre CV ou encore senior en recherche de nouvelles compétences, les micro-certifications du CNAM sont faites pour vous. Renseignez-vous et inscrivez-vous sur cnam.fr, onglet Formation, rubrique Micro-certification. Voilà. Alors cette vidéo, une vidéo parfois c'est mieux qu'un long discours. Voilà, ça résume un petit peu nos choix. Le premier choix, c'est la question de la durée. On parlait de micro, c'est quoi la durée ? Et on a vu qu'en Europe, c'est extrêmement différent cette durée. Nous, on a choisi de se limiter entre 7 et 30 heures. Et je me souviens, il y a exactement 1 an, on était au colloque de la FCU à Dunkerque et on a une discussion au moment du repas avec Emilien. Et il me dit, mais au niveau de la durée, qu'est-ce que vous avez prévu au CNAM ? Et je lui dis, on réfléchit, mais je crois qu'on va rester sur entre 7 et 30 heures. Ah, il me dit, mais nous aussi, c'est exactement ce à quoi on arrive à Digital FCU.
Ça nous a confortés, je pense, tous les deux, parce que quelque part, ça veut dire qu'on avait travaillé en parallèle, on arrivait à un même résultat, à une même typologie de durée, et voilà, ça voulait dire que quelque part, en ayant des raisonnements distincts, mais qui vont sur le même sujet, on arrivait à un résultat commun. Et ça nous paraît effectivement la maille qui correspond aux besoins du public. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'a défini dans nos travaux. Deuxième point important à part la durée, c'est la question du format en ligne. Hier, on a vu un certain nombre de teasers de micro-certification Digital FCU. Nous, on en a aussi effectivement proposé quelque chose qui est en ligne parce que c'est plus accessible. Parce que pour un public qui va être éloigné, pour un public actif qui a des contraintes, eh ben, c'est la solution la plus facile pour qu'ils puissent accéder à la formation professionnelle. Et aujourd'hui, le temps et la ressource disponible et le fait de se déplacer sur un lieu de formation peut être une contrainte qui va nous priver de l'accès à certains publics. Donc cette forme est extrêmement importante. Troisièmement, c'est le fait d'être orienté compétences, d'abord dans le système que l'on connaît, le système français, et puis au niveau européen avec l'ESCO. Mais c'est vraiment de se dire, au moment où je propose cette nouvelle micro-certification, ou des micro-certifications que je voudrais créer dans mon établissement, penser, avant de penser au programme de formation, aux connaissances à délivrer, à la culture générale de l'enseignement supérieur, penser pratique, quelles compétences la personne qui va se former va pouvoir retirer et mobiliser demain dans son emploi. Et si on est tout le temps drivé vers cet objectif, on a des chances d'avoir une micro-certification qui sera efficace et qui touchera son public. Ensuite, bien sûr, il faut s'inscrire dans l'environnement qualité. Et c'est vrai que ce n'est pas forcément un environnement totalement décrit. On a un environnement qualité décrit avec l'HCERS d'un côté pour nos diplômes nationaux, Calliope d'un autre. Mais là, quand on parle d'environnement qualité, quelque part, c'est un environnement qu'on construit, qu'on se donne des règles, qu'on se donne à nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on considère comme des critères, des standards de nos micro-certifications, outre les contenus, d'être appuyé sur la recherche quand c'est possible, d'être orienté compétences, c'est aussi de s'appliquer des critères en matière de vérification des compétences acquises, d'évaluation en fin de formation, qui est quelque chose d'assez nouveau, parce que si les stages courts existent depuis longtemps, il y a eu pendant des années des stages courts de formation continue sans aucune évaluation à la fin. Et là, dans les micro-certifications, ce qui est vraiment nouveau, c'est cette idée qu'on est orienté compétences et qu'à la fin de la micro-certification, on va évaluer l'acquisition de la compétence, et pas avec une note, avec elle est acquise ou elle n'est pas acquise, cette compétence, à travers une évaluation qui a été préparée en ce sens. Et puis ensuite, il y a tous les standards européens en termes de traçabilité, qui le délivre, qui l'obtient, selon quelle méthode, mettre des métadonnées qui vont être inscrites dans un support numérique, voilà, qui va être un certificat numérique, un badge, ce qu'on veut comme forme, mais en tout cas qui contient l'ensemble des métadonnées. Donc ça, c'est vraiment le cadre global de l'ensemble de nos micro-certifications. Et pour répondre à votre question que je n'ai pas oubliée sur les trois types, les trois catégories, au CNAM, on a décidé effectivement de ranger, mais plus pour nous-mêmes, les micro-certifications dans trois catégories. Des micro-certifications de type expert, c'est-à-dire qui vont s'appuyer sur justement quelque chose qui est une expertise d'un enseignant-chercheur de très haut niveau ou un domaine technologique très pointu, même si la personne qui l'enseigne n'est pas particulièrement connue, mais où on a un avantage concurrentiel, une différence. Donc ça, c'est la micro-certification d'expertise. Une micro-certification plutôt d'actualisation qui est peut-être moins pointue dans son contenu ou dans la personne qui la délivre, mais qui est utile. C'est de l'actualisation de compétences dans un métier. Quelqu'un s'est formé à un métier il y a 30 ans, il exerce son 20 ans, il exerce son emploi et aujourd'hui, dans son emploi, il a besoin de se mettre au goût du jour et il ne va pas refaire, il a déjà obtenu un diplôme comptable, il a déjà obtenu une licence ou un master, il ne va pas refaire 2 années de formation pour en obtenir un nouveau diplôme. Par contre, il veut bien faire une micro-certification si elle est orientée vers les évolutions de mon métier aujourd'hui. Et c'est en ce sens-là qu'on appelle ça plutôt d'actualisation. Et puis des micro-certifications partenariales qui vont être conçues en réponse à un besoin exprimé par un acteur externe, une entreprise, un groupement, peut-être une branche un jour. En tout cas, un partenaire qui exprime un besoin et la micro-certification va être conçue en partenariat pour répondre à ce besoin qui nous aura été remonté.
Donc voilà pour les trois catégories de micro-certification. Merci, vous vouliez ajouter quelque chose? C'était peut-être pour aussi répondre à des perches que m'a lancé Benoît. Dans le sujet européen tel qu'on l'a vu à UCAN, il y a donc la question de est-ce qu'il y aura un cadre commun européen, sur quoi il va porter, est-ce qu'il va porter sur des heures, des choses comme ça. Là, je voudrais juste donner un point de vue qui n'est que le mien. Je pense qu'on ne peut pas attendre de l'Union européenne qu'elle nous fournisse un cadre hyper précis en termes d'horaire. On voit que déjà sur le LMD, il y a des variations énormes pour les ECTS de l'un à l'autre et qu'elle n'a pas imposé un modèle plutôt qu'un autre. Donc je doute fort qu'elle le fasse au niveau des micro-certifications. Par contre, il y aura des éléments qui peuvent être proposés par les établissements, et c'est un peu ce qui va être les établissements et les États, qui va être proposé par UCAN, des sortes de fourchettes, des zones de convergence, et c'est ça qu'on voudrait défendre. Un point qui est très important dans le papier, le position paper qu'a produit UCAN en même temps que le colloque, il y a 2 points importants. Un premier point qui est, me semble-t-il, sur le besoin de répondre à une nécessité socio-économique. Donc de faire la différence entre des programmes conçus pour la formation initiale et le développement de citoyens aussi, avec un esprit critique, un emploi derrière, mais aussi quelque part une formation générale. Et puis la conception des micro-certifications qui, quelque part, a un objectif un petit peu plus, effectivement, d'adéquationniste, d'employabilité, quelque chose de très orienté compétences. Et ça, c'est leur deuxième recommandation. Donc ils voient bien que par nature, il y a une petite différence quand même avec les diplômes nationaux et leur philosophie. Et puis ensuite, il y a, parce que c'est la vocation de l'Europe, cette idée de transférabilité, empilabilité, ECTS, reconnaissance des acquis, parce que c'est quelque chose qui est très social, si je puis dire, qui va effectivement avec cette notion d'inclusion qui est proposée par l'Europe, qui va être soutenue dans toute la politique européenne et qui est très important. Néanmoins, je pense que son application dans le cadre des micro-certifications va être un peu difficile. Je pense que la validation des acquis de l'expérience, déjà la définition elle-même, quand on lit le texte de la recommandation européenne, on parle de preuve d'apprentissage à l'issue d'une courte séquence d'apprentissage. On ne parle pas de reconnaissance d'un apprentissage acquis au cours de ces 20 ans d'expérience professionnelle. Donc quelque part, la définition elle-même, elle est un peu contradictoire avec l'idée qu'on va pouvoir reconnaître. Et ensuite, le système de la validation des acquis tel qu'on le connaît dans notre pays, avec toute sa réglementation, avec la réforme qui est en cours actuellement, c'est une grosse machine, c'est des gros dispositifs réglementaires, il faut déjà être inscrit au RNCP avant de pouvoir prétendre à mobiliser cette reconnaissance des acquis de l'expérience. Donc de mon point de vue, ce n'est pas demain la veille que ça va être possible concernant les micro-certifications, même si c'est une belle idée, même si on peut trouver que c'est nécessaire pour les citoyens de l'Europe et qu'ils aient envie de faire reconnaître des compétences qu'ils ont en obtenant des micro-certifications, je ne suis pas sûre que ça va être un chemin aisé. Merci. On a une problématique effectivement avec la CPFisation des formations. Aujourd'hui, est-ce que des gens qui ont du CPF sont prêts à payer des formations de leur poche qui ne seraient pas utilisables dans le CPF? Ça fait partie des grandes questions, je pense, qui se posent. Marc Audon, je vais me tourner vers vous maintenant en tant que président du comité de suivi LMD et puis vice-président à l'Université de Grenoble de la formation tout au long de la vie. Quelle place ont les micro-certifications aujourd'hui? Quelle place vous pensez qu'elles vont avoir dans les prochains mois, les prochaines années? Voilà. Merci. Je pense qu'on a un sujet de fond qu'il ne faut pas éluder, mais qui, j'aimerais bien le remettre en perspective. C'est-à-dire l'évolution du cadre des certifications. Un cadre, c'est nécessaire parce que ça sécurise. Et on a une histoire dans notre pays des certifications. On a une histoire aussi de ce à quoi ça donne droit en termes de rémunération,
en termes de promotion professionnelle, mobilité, reconnaissance dans les conventions collectives, etc. Et donc, tout ce qui nous arrive là un tout petit peu avec une agitation comme ceci, avec micro, crédit, etc., ça apporte quelque part un côté où on se dit, mince, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le système-là est en train de partir complètement dans tous les sens? La première chose que j'aimerais rappeler, c'est que le 24 mai, j'ai retenu la date, elle m'a beaucoup marqué dernièrement, 1998, c'était le discours de la Sorbonne, où il y a quelques mots que j'avais repris qui disent que la formation tout au long de la vie devient une évidente obligation. Engagement des 4 pays, dont la France, et redit que chacun se doit de trouver le chemin pour préparer, pour renforcer ses domaines d'excellence. Et donc, les pays européens se sont engagés à donner un cadre commun de référence qui facilite la lisibilité, la mobilité et l'employabilité. Aujourd'hui, je pense que nous sommes tous absolument témoins et tous d'accord pour dire qu'aujourd'hui, la mobilité internationale européenne est une nécessité dans notre contexte, que la lisibilité est toujours quelque chose de très important, et en particulier les termes utilisés pour les diplômes, ce que ça signifie, et que l'employabilité, un mot qui parfois au niveau de l'université était vu presque comme un gros mot, ça veut dire qu'on ne forme pas à l'employabilité, c'est-à-dire que la visée professionnelle de nos diplômes, bon, c'était quelque chose de vu pas toujours à mettre sur la table. Alors que l'employabilité, nous le savons, même si elle est importante, on a eu il y a quelques semaines un très beau exposé sur les formations, l'adéquation, etc. Et voir que souvent on est formé et on a des compétences qui peuvent s'adapter dans un contexte différent et que l'adéquationnisme en tant que tel n'est pas forcément le but à suivre, même n'est pas le but à suivre. Mais cette employabilité, elle est importante. Et ce que j'aimerais dire, c'est que déjà sur les mots, vous voyez, micro, certification, sur micro, on n'est déjà pas d'accord. Quand je discutais avec un ingénieur, il me disait « Ah, Marc, tu as fait une microcentrale. » Alors, la microcentrale, c'est quoi? 10 kilos kVA, 100 kVA, ben, en fait, ça dépend. Aujourd'hui, c'est-à-dire que l'aspect de micro, il dépend. Un temps court de formation, une micro-certification, regardez tout ce qui nous a été lu, et regardez le travail qui est fait au sein du comité de suivi licence master doctorat, qui travaille et réfléchit avec toutes les équipes sur les points importants. Quelles sont nos missions? C'est bien de les rappeler. C'est conduire une réflexion sur la prospective, la cohérence et la pertinence de nos formations, assurer la concertation préalable avec tous les acteurs, à un enregistrement de droit au registre national de la certification professionnelle. Très important. Sur cela, le législateur nous a donné 5 axes de réflexion très importants. Vous allez voir comme ça va résonner. La qualité des formations tout au long de la vie, la cohérence entre les formations et les différents cycles, l'articulation entre les formations conduisant aux diplômes nationaux ou au même grade universitaire, l'évolution des cursus en termes d'innovation pédagogique, réussite, référentiel de compétences, et la dénomination des diplômes et leur lisibilité. Donc, ça veut dire que quand on démarre sur des points aussi importants que les micro-certifications, et là où on va aller, il est important de les poser et de poser exactement sur les choses un peu solides. Et quand on regarde les définitions que tu as données, les blocs de compétences que nous avons dans nos diplômes, licence, master, doctorat, ben, ils cochent quasiment toutes les cases. Ils peuvent être... Ça dépend le mot que l'on donne à micro, d'accord ? On va y revenir. Mais ils sont capitalisables, ils ont une finalité de visibilité de l'activité professionnelle associée, ils mobilisent les ressources dans un cadre d'une situation professionnelle, etc. Par contre, nous savons, et nous en avons l'habitude, puisqu'on commence à peine à se mettre un peu au diapason sur ces blocs de compétences, on se rend compte qu'il est parfois un peu difficile parce que la taille du bloc nous semble trop importante pour pouvoir réagir à un besoin que l'on voit et pour lequel on se fait dépasser sur la numérisation, sur l'attente aujourd'hui en termes de rapidité. Je viens chercher cette compétence pour pouvoir être mobile, pour avoir une transversalité, pour avoir une mobilité transversale sur le marché de l'emploi, pour avoir une compétence complémentaire. Qu'est-ce que vous me proposez, vous, université? Et donc ce point-là, il est très intéressant parce qu'il nous pose la question en disant qu'allez-vous mettre comme
cadre, comment vous allez vous le décliner avec vos systèmes français pour qu'il soit pertinent, juste dans sa façon d'être et dans son affichage, et qu'il permette de donner, on va dire, plus de liberté ou de mobilité, mais pas de rajouter une confusion générale où on n'arrive plus à savoir qui fait quoi et qui forme à quoi. Voilà. Donc je pense que c'est assez intéressant de regarder ces points et de dire, nous avons une mutation des populations et de nos étudiants, on le voit. On a des besoins très très forts sur certaines thématiques qui sont des enjeux d'avenir. Alors comment on s'en saisit ? Et ça, c'est une vraie question et sur laquelle on peut avoir des idées. D'ailleurs, ce qui nous a été présenté, je reviens sur Digital FCU. Oui, ça vaudrait la peine que l'on ait un cadrage national et que le SGPI, par exemple, dise c'est intéressant pour la France de faire une expérimentation dans laquelle le cadrage est bien donné, suivi avec évaluation et sur lequel on puisse dire a-t-on mobilisé le CPF oui, comment, à quelle fin? Parce que, je l'ai dit dans l'atelier, moi je suis toujours fâché quand on aborde les enjeux de formation, on va dire qui sont des enjeux d'avenir de notre pays uniquement sur l'aspect financier, en disant comment on va être éligible au CPF. Non mais attends, ton problème, c'est vrai que c'est un problème crucial, mais notre problème, c'est de dire comment on va faire quelque chose de qualité, visible, et sur lequel on puisse avoir cette mobilité internationale, qu'on puisse avoir cette capitalisation et ce chemin vers une certification. Voilà, ça, ce sont des enjeux vraiment d'avenir et sur lesquels il reste encore des choses à faire. Ce matin, lors d'un atelier, il a été question justement par rapport à ce que vous venez de définir sur les micro-certifications, de la lenteur administrative des universités qui pouvait être un frein à la mise en place rapide de micro-certifications qui puissent répondre à plein de besoins. Alors là je me permets de réagir. Excusez-moi. Lorsque je fais courir mes étudiants, si j'en mets un avec un sac à dos avec des pierres dans le sac, je le trouve moins mobile que celui qui n'a rien sur le dos, je ne suis pas un évaluateur qui est juste. Là, c'est le premier point. Mais le deuxième point, ce que j'aimerais dire, c'est qu'on a la liberté, nous, par exemple, de définir en termes de micro-certification une monnaie, ce que j'appelle une monnaie locale. Benoît, tu as parlé ici de monnaie, les ECTS, hein, et on sait bien que s'ils ne sont pas dans le cadre d'une convention entre les établissements, ben, la monnaie, elle n'a pas tellement de valeur vraiment reconnue. Hein. J'arrive avec mes ECTS, je peux rentrer, mais tu les as eus où tes ECTS? Est-ce que c'est des vrais ECTS? Voilà. La monnaie locale, je le prends cet exemple, je l'aime bien parce que sur Grenoble, on a une monnaie locale qui s'appelle le Cairn. Alors le Cairn, si j'arrive ici, là j'ai voulu payer aux rues tout à l'heure avec des cairns, ils m'ont regardé, ils m'ont dit non, ça ne marche pas ici. La monnaie locale, elle a la valeur qu'on lui donne, on est bien d'accord. La valeur que l'on reconnaît communément. Si moi j'ai envie de reconnaître 2 cairns, et en disant quand tu viens chez moi avec 2 cairns, je te donne un hamburger, c'est mon choix. La micro-certification, nous pouvons, au niveau des universités, nous mettre d'accord de sa définition, de son cadre et de sa valeur, et de celle qu'on appuie et celle que l'on donne dans notre système. On ne va pas attendre que la musique soit donnée par d'autres que nous. L'université a une grande responsabilité sur ça, en disant comment, par rapport aux possibilités qui sont données ici, comment cette monnaie locale de qualité universitaire est déclinée, comment on s'en saisit, et avec les enjeux qui sont devant nous, non pas l'un ou l'une contre l'autre, je parle d'université ou d'école, mais ensemble, parce que l'enjeu d'avenir en vaut la peine. Oui, Benoît. C'est très bien d'applaudir Marc, parce que je pense que c'est tout à fait ça, et qu'il faut bien voir que nous, universités, on est là face à une opportunité qui est réelle. Au fil des ans, nous avons quand même abandonné, que nous le voulions ou non, le terrain de la formation continue pour aller sur celui de l'apprentissage. On a abandonné la formation tout au long de la vie, la formation des adultes. Alors certes, on leur dit, venez dans nos diplômes nationaux, reprenez vos études pour 1 an. Bon, on essaie de tous de faire en disant mais pourquoi ils sont en FI, pourquoi est-ce qu'on les mettrait en FC? Enfin, pour moi, de toute façon, si on leur donne la même prestation qu'un étudiant en formation initiale, il n'y a aucune raison de les mettre en FC. S'ils sont dans la même situation, je ne vois vraiment pas pourquoi on les ferait payer plus. Là, nous avons effectivement
une proposition, une possibilité qui est d'inscrire cette formation tout au long de la vie dans des référentiels européens et nationaux. Et Marc a raison d'insister sur les conventions collectives. Aujourd'hui, vous pouvez faire des stages n'importe où, avoir des accréditations, etc. Ça ne vous donnera pas forcément accès à une qualification supérieure dans votre emploi. Ça n'a pas du tout la même importance qu'un de nos diplômes nationaux. Et encore, nous, on a des diplômes nationaux, d'autres pays n'en ont pas. Et donc là, il y a quelque chose, effectivement, dont il faut qu'on se saisisse absolument, qui est cette possibilité pour nous de penser des certifications autrement que sur le modèle du degree. Nous, on ne sait faire que ça, quelque part. Ce qui est très bien, parce qu'on donne une formation de qualité qui est reconnue. Maintenant, on peut toujours, et on se reverra l'an prochain ou l'année d'après, éplucher les chiffres du CIES chaque année, en disant, ah bah cette année, encore moins 3% d'inscrits dans l'université, plus tant dans le privé, et puis l'an prochain, moins 5%, moins 6%. Il ne faut pas se leurrer. Nos certifications, elles sont reconnues, mais elles ne sont pas efficaces vis-à-vis des enjeux sociétaux. Et c'est bien pour ça qu'il faut qu'on arrive effectivement à les retranscrire dans un code, dans un champ qui soit partagé. Et partagé au niveau continental, pas uniquement partagé au niveau national. Ariane, oui. Je voulais rebondir sur un des propos de Marc, avec lequel je suis tout à fait d'accord sur ce non-besoin d'aller chercher le CPF, et en tout cas que ce n'est pas la priorité dans le domaine des micro-certifications. Je pense que dans le domaine des micro-certifications, ce qui est important, c'est de faire la preuve par l'intérêt. Il faut produire des micro-certifications qui ont un intérêt pour les actifs, et si elles ont un intérêt, ils seront d'accord pour les financer eux-mêmes, leur employeur sera d'accord pour les financer. Effectivement, l'objectif d'aller chercher CPF n'est pas un objectif en soi. L'objectif le plus important, c'est de comprendre quel est le besoin, d'arriver à y répondre, de fournir un produit qui convient à celui qui est en face et qui en a le besoin, et c'est ça qui sera la meilleure preuve de l'efficacité de ce qu'on aura fait, et c'est la reconnaissance qui sera donnée par le monde des employeurs, le monde de la vie professionnelle, même si cette reconnaissance n'est pas formalisée autant qu'on voudrait, n'est pas automatisée autant qu'on voudrait, mais en fait c'est un pari sur le fait que cette nouvelle proposition va répondre à un besoin, va trouver un public, et que ce public va lui accorder une valeur parce que il aura su le mobiliser dans sa carrière et son employeur aura voulu le reconnaître et aura voulu le financer. Je pense que c'est vraiment ça l'enjeu de la micro-certification. Même si on va se battre, on va faire du lobbying, on va avoir tout un tas d'actions pour une reconnaissance dans le cadre national, la première reconnaissance doit être celle du marché. Est-ce que la proposition qui est faite répond aux besoins davantage que ce qu'on fait aujourd'hui, qui visiblement y répond moins bien qu'avant? Vous voulez dire qu'il y a trop d'énergie qui serait dépensée à une inscription, il y a absolument vouloir être inscrit dans les répertoires nationaux? Absolument. Vous voulez réagir, Benoît, sur ce que Ariane vient de dire? Mais c'est vrai, mais après, encore une fois, quand on pose la question des répertoires nationaux, c'est-à-dire que ce que tu dis, Ariane, des formations courtes et des formations continues, on en fait depuis 80 ans en France. Et effectivement, elles sont validées par le marché. Donc ce raisonnement-là, il est tout à fait exact. Mais il n'est pas spécifique à nous, universités, et il n'est pas, quelque part, il laisse des problèmes en suspens. C'est que c'est l'employeur qui décide. La logique du CPF, c'est que c'est l'employé qui va décider, etc. Et si jamais on veut rentrer dans l'usage de fonds mutualisés, si jamais on veut être dans un service public de l'emploi, il faut qu'il y ait un cadre, qu'on le veuille ou non. Et ce cadre-là, il faut le construire, il faut le faire reconnaître et il faut le populariser. Et effectivement, ils seront inscrits, ces micro-certifications, elles seront inscrites dans ce cadre national à ce moment-là. Mais quand Marc parle des blocs de compétences, l'Europe cite la France parmi les cadres nationaux qui ont effectivement des structurations qui sont de ce type-là. Après, c'est beaucoup plus compliqué. Par exemple, nous avons des diplômes nationaux, l'Espagne n'en a pas. L'Allemagne n'en a pas, pardon. Son diplôme sont des lenders, donc c'est autre chose. En Espagne, il y a également des blocs de compétences. En Italie, il n'y en a pas. Donc là, il y a effectivement un degré, une granularité auprès duquel on veut aller. Il y a une technologie de la certification, pour le dire comme ça, sur laquelle il faut qu'on se mette d'accord. Et on se mettra d'accord à partir du moment où on reconnaîtra qu'effectivement, nos certifications, notre cadre, n'adressent pas tous les besoins. Et là, je te rejoins, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des besoins du marché de l'emploi qui, pour le coup, excède ce que nous, on peut proposer en tant qu'université. Et je veux dire, le décalage, il devient de plus en plus criant.
Et du coup, c'est pour ça qu'on aurait beaucoup aimé aussi avoir des collègues de France Compétences dans la salle pour pouvoir avoir ce dialogue avec eux. Non, mais c'est vrai, bon, voilà, les circonstances font que c'est pas possible, mais c'est vraiment ce débat-là qu'on veut porter auprès d'eux, non pas par principe et non pas pour mobiliser les fonds, mais pour leur dire est-ce que le cadre qui existe aujourd'hui correspond aux besoins de notre pays avec tout ce que tu as cité, le discours de Macron, etc. Donc, effectivement, il y a une interrogation collective du système de certification français qui peut être posée à l'occasion de ce sujet. Peut-être pour compléter, moi j'écarte vraiment pas le fait d'être éligible au CPF, parce que le compte personnel formation, aujourd'hui dans sa fonctionnalité, il y a l'aspect du libre choix, hein, le choix de choisir son avenir professionnel, et le fait que l'université, et vous connaissez le démarrage du CPF, où il y a eu beaucoup d'arnaques au CPF, il y a eu pas mal de choses, et donc on a besoin d'avoir un gage de qualité en disant sur ce à quoi je m'engage, même s'il y a du numérique, même si c'est en hybride. Là, oui, il y a une assurance qualité et qui est certifiée. Et je pense que les universités, dans leur engagement de service public, il faut quand même le rappeler, n'est pas un opérateur lambda. Voilà. Et donc, c'est pour ça que je citais tout à l'heure la capacité de pouvoir poser le cadre national d'un projet, vraiment, là, et demander voilà, un côté ou d'exception, un côté de test dans notre pays pour voir comment ça marche. Et même, tu l'as dit tout à l'heure, Benoît, je pense que nous avons là une fenêtre de tir sur quelques années. Pourquoi ? Parce que, en fait, le monde évolue et que les systèmes vont nous dépasser. Est-ce qu'on prend cette place-là de visibilité? Est-ce qu'on répond à ce besoin? Et comment on y répond avec la qualité qu'on attend d'un organisme d'État et de sa structure? Ça serait la plus belle des choses. Et par rapport au CPF, est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, sur la plateforme EDOF, une labellisation potentielle de certification qui serait labellisée tout de suite, visiblement tout de suite, université ou privée? Est-ce que c'est quelque chose d'envisageable pour identifier les choses? Alors, il faut faire... Autant je pense que c'est important de bien définir ce qui vient des universités, comment c'est identifié clairement, de ne pas stigmatiser. Je veux dire, on a des choses qui sont faites par le privé que je connais et qui sont de qualité. Hein. Voilà, donc il faut aussi le dire avec humilité, parce qu'on n'est pas les détenteurs de la totalité des choses qui se font bien, et tant mieux. Par contre, on a, nous, une obligation de qualité sur ce que l'on fait, et une obligation, je pense aussi, de modularité, on en a parlé, et de reconnaissance sur l'ensemble du territoire. C'est ça notre force. C'est-à-dire, on n'est pas dans une concurrence. On a parfois, avec certains collègues, on discute, on a l'impression qu'on est en concurrence avec la petite boîte qui s'est montée en face, dans la rue d'en face, où juste la pancarte, elle tient avec 2 ficelles, et où ils ont, en formateur, il y a quasiment personne, mais ils ont réussi à faire une pub extraordinaire. Mais non, en fait... Si on est en concurrence avec ce type de prestataire de formation, c'est qu'on a un problème de lisibilité, d'information sur ce que l'on fait. Voilà. Donc ça, il faut le corriger. Il faut corriger pour que vraiment, on va dire, depuis des années, je vois des collègues qui sont toujours passionnés par ce qu'ils font et qui mettent du cœur. Et on le sait pourquoi on a une belle réussite sur l'apprentissage aussi. C'est pour cela. Hein, c'est pas un hasard. C'est parce que derrière, il y a aussi la qualité du suivi de ce que l'on transmet et comment on le fait en termes de compétences à nos étudiants. Je suis absolument d'accord et pardon, je suis très curieux de voir ce que va devenir et quelle va être la réception des nouveaux BUT dans les UT. Parce que quand même, bah oui, les bachelors universitaires de technologie, alors ils ne sont pas construits selon des micro-certifications, mais ils sont quand même construits selon un principe de modularité. Et si les IUT ont réussi quelque chose, c'est quand même bien d'obtenir une reconnaissance nationale pour des filières très ciblées, réseau télécom, génie climatique, etc. Et de dégager quand même des modules de ce type-là, qui sont tous les mêmes, qui pour le coup, il n'y a pas de problème de CPF ni rien. Bon, et il va falloir voir justement comment ça s'inscrit dans le marché, comme tu disais. Tu vois, et ça, je pense qu'il y aura une évaluation à faire dans les 2 ou 3 ans, tu vois, pour voir est-ce que finalement c'est vers ce modèle de diplôme avec une modularité très intégrée, parce qu'on sent qu'ils sont partis de là,
Tu vois, et qu'après, ils sont allés vers ce parcours en 3 ans. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut qu'on procède? C'est-à-dire, est-ce que c'est le modèle qui peut être... tu vois, Alors, on a eu une très belle présentation de nos collègues de l'Université de Nice le jeudi sur l'approche par compétences et le lien avec les fiches RNCP. C'est-à-dire, et c'est vrai que ça rejoint ce qui a été fait dans le cadre des BUT, où par niveau, première année, deuxième année, troisième année, des situations d'apprentissage et d'évaluation ont été définies et qui donnent cette partie-là de façon intéressante par niveau. Aujourd'hui, c'est vrai que les blocs de compétences sont à l'ensemble du diplôme, comme sur une licence professionnelle, et que ça peut poser la question en disant est-ce que ce serait une modularité supplémentaire, une éligibilité possible au CPF de modules moins gros? Cette question mérite d'être posée. T'es sûr que c'était pas Toulon plus que Nice? Si, voilà, je crois qu'on entendait un petit... Laurence, pardon, Laurence, toutes mes excuses. J'allais corriger, mais voilà, ça a été fait avant. Peut-être effectivement ce que tu dis sur le bloc, et pour rejoindre aussi les travaux du CSLMD qui sont en cours, dans la révision des fiches actuelles, on a aussi un plus grand nombre de blocs que ce qu'on avait avant. On a les blocs généraux et on a aussi les blocs spécifiques de chaque diplôme, plus thématiques et plus professionnalisants. Et donc le fait d'avoir ces nouveaux blocs faits d'une certaine manière, de manière mathématique, que les blocs seront un peu moins gros, donc peut-être qu'on va aussi améliorer cette adéquation entre le volume du bloc de compétences et le bloc, la formation qui va être délivrée derrière. Et puis je pense que là, par contre, il y a probablement une possibilité d'empilabilité, c'est très vilain comme mot, des micro-certifications pour obtenir le bloc. Pour obtenir le diplôme, j'y crois guère, mais pour obtenir le bloc, certainement que plusieurs micro-certifications pourraient donner la possibilité, me semble-t-il, d'obtenir un bloc de compétences qui là est inscrit dans un diplôme, bénéficie de toute la visibilité et toute la qualité qui est prévue par le système, et d'autant plus si les blocs sont un petit peu plus réduits dans la nouvelle version qui est en préparation. Après, si vous cumulez les blocs par ce biais-là, on peut finir par avoir le diplôme. C'est en toute logique. Ce serait une V. Vous avez exprimé tous, quand on a préparé cette table ronde, le souhait d'avoir un échange le plus long possible avec le public sur des retours d'expérience. Donc là, comme il est quasiment 15 heures, on va tout de suite passer aux questions du public, questions ou retours d'expérience, commentaires, voilà. Donc on va faire circuler des micros. Est-ce qu'il y a des questions, des envies de commentaires, de retours d'expérience de quelqu'un par rapport à la mise en place de micro-certifications, ou de votre point de vue par rapport à ce qui a été évoqué depuis tout à l'heure, parce qu'il y a eu beaucoup de choses par rapport à votre quotidien, vos expériences. La première question, c'est toujours la première personne qui ose lever la main à gagner. Alors, en attendant qu'il y ait des questions, il y en a? Ah ben ça y est. Très bien. Merci de vous présenter avant de poser la question. Bonjour, Séverine Viau, Université Bordeaux-Montaigne. Donc SHS, et nous portons notamment des langues avec 24 langues enseignées dans notre université. Et moi, je vais faire un peu poil à gratter parce que je vais relater 2 expériences nationales sur lesquelles on a été un peu bousculés. Je fais référence au CLES versus certification privée, où on a eu, il y a 2 ans, je crois, une espèce de lutte pour finalement que ce soit le CLES qui soit reconnu comme étant la certification associée à nos diplômes, etc. Et un autre exemple de quelque chose obtenu et qui a été un petit peu bouleversant pour la formation tout au long de la vie et la formation continue. C'est 2018, rapport Germinet, le développement des ressources propres liées à la formation continue versus apprentissage, avec l'essor dont parlait Benoît tout à l'heure, qui est advenu notamment suite aux aides gouvernementales qui ont été attribuées depuis le gouvernement Macron. Et donc, on voit déjà les difficultés de lisibilité que l'on a en tant qu'établissement
pour accoucher parfois de certains dispositifs qui font flop malgré toute l'énergie qu'on peut y mettre. Et donc voilà, je fais un peu poil à gratter et je me dis que ces beaux projets qui sont portés au niveau européen, je m'interroge sur leur aboutissement, leur avènement, compte tenu déjà des difficultés que l'on a à faire vivre des choses dès qu'un gouvernement va arriver et chasser ce qui a été fait par le précédent. Voilà, c'était une petite remarque, même si il y a de belles aventures. Quand on est là depuis longtemps et qu'on voit arriver ces dispositifs, on peut parfois le vivre comme des phénomènes de mode dont on ne sait pas s'ils vont durer. Oui, on peut toujours s'interroger, je suis d'accord avec toi, mais après, la question c'est que là on parle d'un cadre européen des diplômes, dont on voit encore une fois qu'il y a des facteurs structurels qui font qu'il doit évoluer. On sait très bien que nous, universités, on n'arrivera pas à continuer à rendre notre service et notre service public si on en reste à nos actuelles certifications. Donc il y a une technologie qui peut être celle de compétences, qui peut être celle de micro-certification, qui peut être celle de badge, enfin, tout est sur la table. Mais on voit très très bien que ça, c'est une nécessité pour que nous, on continue à héberger des publics qui sont de plus en plus vieillissants, qui doivent rester en emploi, qui doivent... on en revient un peu à la réforme de 2009 avec le contrat sur la sécurisation des parcours professionnels, quoi. Il y avait un peu cette logique-là dans l'air, hein, en disant finalement, on va vous financer, mais pas pour la totalité de diplômes, pour des bouts de diplômes. Et comme ça, vous allez rester en compétence et on va garantir votre maintien en emploi. Et on sent que cette logique-là, c'est une nécessité. Après, l'exemple du CLES, je trouve que c'est un exemple navrant parce que moi, connaissant, quand je vois l'investissement que certains collègues, notamment chez moi, ont pu mettre pour développer des MOOC, etc., pour défendre cette certification, effectivement, je trouve que c'est un exemple navrant et que c'était pas leur rendre hommage face à tout le travail qui a été. Mais encore une fois, il n'y a pas eu de cadre national pour le coup. C'est-à-dire que s'il y avait eu effectivement peut-être, je ne sais pas, plus de... France Université était montée au créneau, enfin j'en sais rien. Donc je pense qu'en tout cas, il faut qu'on pose des choses. Parce qu'il faut les faire vivre et il faut les faire exister, quoi. Alors peut-être sur ce... pour faire on avait le comité, le COS du CLES hier. Le certificat de langue de l'enseignement supérieur, juste, il bénéficie du cadre européen, hein, parce que on a tous adopté, on dit tiens, le cadre c'est B1, B2, C1. Voilà, donc il faut penser qu'aussi la lisibilité des niveaux et des certifications européennes, elle est quand même très intéressante. Aujourd'hui, simplement pour rappeler que le CLES est éligible au CPF, que la numérisation d'une bonne partie qui a été faite sur les compétences, c'est-à-dire il y a eu le compréhension écrite, compréhension orale, et aujourd'hui numérisée, hein, le travail se poursuit, et nos collègues poursuivent sur un sujet dont ils ont besoin du soutien des différentes universités. Voilà, c'est difficile, on dit toujours on n'est pas prophète dans son pays, je l'ai dit, et nos collègues ont eu besoin d'entendre aussi les évolutions qui étaient nécessaires, c'est-à-dire pour une certification qui avait besoin de s'adapter aux besoins de l'augmentation, on va dire, du public destiné à passer ce certificat. Oui, il fallait des transformations importantes. Aujourd'hui, il faut au contraire les accompagner et pour que ça puisse devenir aussi un produit, entre guillemets, de la formation continue des universités d'excellence. Est-ce qu'il y a une autre question, un autre témoignage? En attendant, je vais poser une question. Ah ben, voilà, très bien. J'avais une question en stock, mais je la garde pour plus tard. Tiffaine Gigolatonnet, donc référente certification à l'Université de Rennes. Donc j'ai trouvé votre intervention... à toutes et à tous, merci, intéressante, mais je reste un peu sur ma faim par rapport au titre et au dernier élément, les enregistrements collectifs ORS. Vous n'êtes pas trop intervenu sur la thématique et j'aurais aimé avoir quelques remarques par rapport à ça. Alors effectivement, je pense qu'au début, quand on a monté la table ronde, on était plutôt sur les micro-certifications. Depuis, nous avons recruté, peut-être vous le savez, et en tout cas j'en profite pour faire un peu sa publicité. Charlotte, es-tu là, Charlotte? Oui, voilà. Charlotte Borghino, donc, qui est une collègue que nous avons recrutée au sein de la FCU.
pour justement accompagner les enregistrements collectifs. Donc le rôle de Charlotte, ça sera de proposer, elle a fait un webinaire récemment et elle a fait une intervention lors de l'AG de la FCU pour expliquer sa mission et ce qui va être proposé, ce qui va être attendu et ce qui est effectivement de trouver une synergie entre plusieurs établissements pour faire un travail commun pour déposer ensemble une certification au registre soit spécifique, soit RNCP. Évidemment, pour l'instant, on s'inscrit dans le cadre légal tel qu'il existe aujourd'hui. Donc, il faut remplir tous les critères pour un enregistrement soit au répertoire spécifique, soit au répertoire RNCP. Et donc, aujourd'hui, les micro-certifications ne répondent pas à ce cahier des charges en tant que tel. Donc, c'est difficile de préparer, je dirais, une activité si on sait légalement qu'elle va être vouée, dans les conditions de départ, qu'elle va être vouée à l'échec. Donc, cette partie-là de la proposition de la FCU va être peut-être plutôt sur des DU qui existent aujourd'hui, des DU sur des thématiques. On a pensé, il y a les thématiques de santé, il y a d'autres DU qui sont ouverts dans plusieurs universités, soit les mêmes, soit très proches, et donc d'arriver à faire ce travail collectif ensemble pour arriver à les enregistrer au répertoire spécifique avec un meilleur poids, avec l'idée aussi qu'en face, l'instance d'évaluation, qu'est France Compétences, va regarder d'un œil favorable ce travail collectif qui, quelque part, témoigne d'une volonté de se rapprocher, de faire quelque chose ensemble, de s'être mis d'accord, plutôt que d'arriver chacun en ordre séparé pour enregistrer 5 fois 5 DU sous 5 titres extrêmement proches, mais qui ne sont pas les mêmes. Donc voilà, donc c'est ce nouveau service qui va être proposé par la FCU et qui est vraiment quelque chose sur lequel on a beaucoup d'espoir. Alors, en fait, je pilote l'enregistrement collectif sur soins palliatifs. Donc, sur les DU et sur la question de l'enregistrement collectif, je m'interrogeais plus sur l'articulation micro-certification, bloc, enregistrement collectif d'un point de vue un peu plus politique, on va dire. Oui. L'enjeu, clairement, de tout ce travail autour des micro-certifications, c'est de les inscrire dans les référentiels nationaux de diplôme et les référentiels européens de diplôme. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est ça. Et pour le dire clairement, c'est construire une formation tout au long de la vie européenne, avec des diplômes spécifiquement destinés, comme l'a dit Ariane, à la formation tout au long de la vie, avec une reconnaissance par les pouvoirs publics, avec une reconnaissance par le monde du travail. L'enjeu, il est là, grosso modo. Après, effectivement, ce sera un long chemin, il y a du travail à faire. Par contre, quand je parlais d'engouement mondial, et là c'était... non, t'étais pas là le premier jour, enfin, c'était étonnant, même quand les Japonais en parlaient, quoi. Ils disent, mais en fait, on fait des micro-credentials sans le dire. Et toutes les universités en font, parce qu'elles répondent à des demandes du monde du travail, avec des formations courtes, un peu... de même que, alors toi, je sais que tu as les plus grands trucs sur la validation d'acquis, mais toutes les universités en Europe font des validations d'expérience professionnelle en bricolant. Nous, en France, on a quelque chose qui est codifié, peut-être un peu trop d'ailleurs, mais bon, Jeanne, je ne sais plus si tu es là, mais enfin, excuse-moi, mais il n'empêche qu'ils bricolent, c'est-à-dire qu'ils disent « Ah, vous avez fait ça, bon, non, mais on va oublier tel UE, etc., bon, truc machin, enfin bon... » Donc, on a besoin de clarifier ces choses-là. Parce que si on ne clarifie pas ces choses-là, on va mettre toute l'architecture de nos certifications en péril. Et si on les met en péril, on met en péril les conventions collectives, on met en péril, effectivement, une acquisition automatique. L'idée, c'est quand même que vous fassiez une grosse certification et qu'après, vous puissiez aller voir votre employeur en disant « Excuse-moi, moi, je ne suis pas cadre niveau 2, je suis cadre niveau 3 maintenant. » Je veux dire, et si jamais tu ne me prends pas, je vais ailleurs et il me prendra parce qu'il me... Enfin, vous voyez, on est quand même dans un service public de l'emploi et on est face à des droits sociaux. Donc il faut qu'on arrive à le faire. Et la différence, elle est là. C'est-à-dire par rapport à la FC, je vais dire historique, l'executive education, etc., où on propose des formats beaucoup plus libres, on n'a pas besoin de CPF directement. Aujourd'hui, les universités représentent quoi? 3% du CPF? 4%? Enfin, je veux dire, là, l'enjeu de ces micro-certifications, c'est de leur permettre de sortir de ces 4%. Vous imaginez, 4%. Hein. Donc on parle, là, on est en train de s'écharper pour 4%. Hein. Donc c'est de sortir des 4% pour aller au-delà. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas les formats et on n'a pas les certifications adaptées à ces financements-là. Et pour complément, on se rend compte dans nos universités que l'ingénierie qui permet de suivre un dossier pour l'inscription au registre spécifique, des certifications habilitation, est quelque chose qui demande des compétences assez larges. Et que nous, on ne les sollicite pas de façon assez souvent pour avoir ça en local dans notre université. Donc oui, ça c'est le premier point, oui, il y a vraiment un intérêt à avoir une réflexion globale.
Le deuxième point, c'est aussi celui de la propriété intellectuelle du diplôme ou de la certification déposée au RS. Celle-là aussi, elle est importante. Et aujourd'hui, le ministère, si vous suivez les actualités, on parle de habilitation à décerner la certification. Je reprends encore le petit clin d'œil avec le CLES. Le CLES, quelle université porte la certification? Question à 100 balles. C'est le ministère, ok, et nous sommes habilités à donner la certification. On peut imaginer que si je mets j'ai un DU, je peux parler d'un qui est dans mon université, sur langue des signes française, très important aujourd'hui. Est-ce qu'on a besoin de redécrire le diplôme s'il est déjà au RNCP, mais si une université ailleurs veut s'en saisir, ben oui, qu'elle puisse être, elle aussi, habilitée à délivrer la certification. Donc c'est important d'y réfléchir au niveau national pour que justement la cohérence des diplômes que nous avons au niveau des universités puisse être déployée plus facilement. Bon, si je peux me permettre d'avoir un rêve, moi aussi, c'est qu'on puisse passer 90% du temps sur ce qui a du sens et qui apporte plutôt que passer 10% sur l'administratif que le contraire. Voilà. Donc peut-être que sur ça, on a quelque chose à faire et on est attendu là-dessus. Parce que notre valeur ajoutée en tant qu'universitaire, je parle, elle est vraiment cette connaissance fine de nos domaines de recherche, de domaines sur lesquels vraiment on a quelque chose à apporter. Et si moi, au lieu de me faire parler de ce qui me passionne, on me fait parler que de savoir si la colonne H du Excel, j'ai bien mis la bonne case au bon endroit, je vais dire à un moment, c'est l'université qui perd. Hein. Donc ces points-là sont importants, c'est-à-dire que le cadre est nécessaire. On en a parlé, et moi, attention, je défends le cadre, parce que le cadre, il sécurise. Je le donne souvent comme exemple à mes étudiants, quand je dis, il y a une pancarte, pas s'approcher, l'autre il dit, mais on ne comprend pas pourquoi elle ne sert à rien, la pancarte. Je dis, oui, mais toi, tu ne pouvais pas savoir que le balcon ici de l'immeuble au-dessus, il n'est pas stable et qu'il pouvait tomber. D'accord? Donc, tout le monde n'a pas besoin de comprendre pourquoi le cadre arrête les personnes à tel endroit, mais le cadre, il sécurise. Il sécurise dans notre rapport, on va dire, à nos habitants, à nos étudiants, et qui, ne l'oubliez pas, ils n'ont pas besoin d'entendre un verbiage d'universitaires ou de gens déconnectés du réel. Ils ont besoin que, par rapport à leur problématique du jour, ils aient une réponse qui soit intelligible et immédiate. Voilà. Et sur ça, on a un enjeu de société. Et cet enjeu de société, il est grand et il est fort. Merci. Nous avons une demande d'intervention à gauche, là-bas. Non? Vous avez changé d'avis? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être pour compléter la réponse de Marc à notre collègue, je pense que dans notre idée de départ, dans notre lobbying, dans notre volonté de faire reconnaître le début de cadre national des micro-certifications qui se fait, il y avait l'idée d'ouvrir un dialogue avec l'instance d'accréditation et de voir si... Certes, le cadre, on le connaît aujourd'hui, on sait qu'il ne va peut-être pas évoluer demain, il n'y aura pas un troisième registre pour enregistrer les micro-certifications, mais est-ce qu'il pourrait y avoir, par exemple sur le registre spécifique, une ouverture, une voie de dialogue, une voie d'enregistrement plus rapide si on répond à tel et tel cadre sur lequel on se serait mis d'accord, des choses de ce genre. C'est un peu ce genre d'hypothèse qu'on a pu commencer à ouvrir dans un dialogue avec nos collègues de France Compétences à certains endroits. Évidemment, ils ne se sont pas engagés, et puis il y a plein de choses qui sont en face, mais ça fait partie du dialogue et du débat et d'espèces de lobbying politique qu'on essaye de faire collectivement pour faire advenir le sujet. On a une intervention là-haut. Oui, merci. Bonjour. Donc moi, je voulais avoir des informations sur les badges numériques, notamment. Les badges numériques se multiplient chez les étudiants, chez le public formation continue. Et je voulais savoir pourquoi le CNAM avait opté pour les badges. Est-ce que vous êtes renseigné auprès des employeurs pour savoir si ça avait une valeur ajoutée par rapport à une simple attestation? Enfin, pourquoi les badges? Merci. Alors, pardon. Donc nous sommes sur le système de Open Badge Factory.
Pourquoi les badges? Effectivement, il y a certainement un effet d'actualité, du fait que c'est connu, que c'est beaucoup demandé. Il y avait dans un certain nombre de nos centres CNAM en région des initiatives pour des badges auto-décernés aux salariés des différents centres CNAM en région qui étaient experts de ceci ou de cela. Et à un moment, on a ressenti le besoin de clarifier ce qu'on voulait dire à l'extérieur et ce qu'on pouvait dire en interne. Et en même temps, effectivement, le format du badge numérique est attractif, est connu. Cette solution, on l'avait déjà sur un certain nombre de nos MOOC. Donc, c'était facile pour nous d'étendre quelque part ce système du badge dans Open Badge Factory sur le système des micro-certifications. Il est accroché, il faut le dire aussi, à notre plateforme LMS Moodle, donc il y a un versement très facile de j'ai validé ma micro-certification dans mon espace de formation et je vais pouvoir le transformer en badge numérique de manière automatisée. Donc même si on n'en est pas encore à une production industrielle, c'est un espoir que nous avons. Donc c'était aussi une solution technique pour industrialiser la délivrance des badges. Et puis voilà, l'idée qu'effectivement c'est quelque chose de plus moderne qu'une attestation papier, un PDF de fin de formation. Non, puis quelque part, symboliquement, on sort du parchemin. C'est-à-dire que le diplôme, c'est le modèle du parchemin qu'on obtient avec une toge. Enfin, je schématise, mais là, effectivement, et effectivement, on est quand même sur des formations qui sont majoritairement hybrides, avec des contenus digitaux importants. Donc, il y a une assimilation par l'apprenant. Il cherche la microcertif, il cherche le format qui va correspondre à ce qu'il a suivi en formation. Il serait surpris de recevoir à la fin de sa formation numérique quelque chose qui serait uniquement papier, gaufré, avec un tampon en relief. Donc il est content d'avoir une certification numérique, de pouvoir la partager sur ses réseaux sociaux, parce que c'est sans doute un de ses premiers usages de valorisation de sa microcertification. Alors pour compléter votre question, est-ce que dit Oriane, ce qui est aussi intéressant d'examiner, c'est le développement de la plateforme Europass. Puisqu'effectivement, ces badges aujourd'hui peuvent être agrégés sur Europass. Donc Europass, grosso modo, c'est une plateforme personnelle qui, pour chacun d'entre nous, peut cumuler l'ensemble de nos qualifications. Donc les diplômes nationaux, théoriquement, sont tous déversés sur Europass. Donc là, en fait, quand vous connectez, vous avez comme ça vos diplômes et vous pouvez également cumuler vos badges. Le gros avantage, c'est que déjà, ça fait un CV numérique attesté. C'est-à-dire que le diplôme doit exister dans la base de données et vous devez avoir été crédité par l'établissement. Donc c'est quand même une protection contre la fraude, déjà, premier point. Deuxième point, effectivement, si l'établissement fait le travail, il s'appuie sur ce fameux référentiel ESCO qui permet de traduire les compétences. Encore une fois, nous, on a des blocs de compétences en France. Vous allez en République tchèque ou en Roumanie, évidemment, ils ne parlent pas français, donc ils ne sauront pas de quoi il est question. Donc là, ils vont être automatiquement traduits dans les référentiels grâce à ce traducteur-là, et ils peuvent effectivement cumuler les badges, qui en plus ont une durée de vie limitée, je vous le rappelle. C'est-à-dire que quand même, vous êtes certifié pour 3, 4 ans, 5 ans. Et donc là, il y a effectivement des outils de visibilité numérique et de certification numérique des certifications. Je veux dire, c'est ça qui est important aussi. Sur la durée, justement, j'avais une question là-dessus. C'est ce qui différencie dans l'absolu un diplôme. Quand on a un master, on l'a à vie. Même si 35 ans après son master, si on ne s'est pas mis à jour, ça vaut plus grand-chose. Est-ce que justement, c'est une problématique? Est-ce que les gens, qu'ils vont aller vers des micro-certifications en se disant c'est valable que 2 ans, comme le TOEIC par exemple, qui est valable que 2 ans? Est-ce que ça, c'est pas un frein au développement et à l'attractivité des micro-certifications? Ça dépend, effectivement. Alors, quand même, celles qui ont une durée limitée, c'est celles qui sont très liées à une activité. Je pense, c'est l'AMF pour les marchés financiers, là, qui elle est valable 3 ans, je crois. Enfin, vous voyez, quand ils sont directement liés à... Bon, par contre, vous avez diplôme d'état d'éducateur spécialisé, là, il n'y a pas de durée, effectivement. Donc là, il y aura effectivement des distinctions à faire. Maintenant, on parle de compétences. Et il ne faut pas se leurrer, les compétences, elles deviennent obsolètes. Donc, dans la nature même de ces micro-certifications, il y a quand même l'idée qu'elles peuvent être caduques, quelque part. C'est à nous de voir comment on peut le signifier. Il y a plusieurs façons dont elles peuvent être caduques. D'abord, il y a la durée de vie qu'on peut accrocher à la micro-certification en tant qu'établissement et dire soit elle va être illimitée, soit elle va être limitée dans le temps et dire combien de temps. Et effectivement, c'est pas pareil si on est dans un secteur réglementé ou pas. Et puis, il y a aussi, d'une certaine façon, la durée de vie... de la micro-certification elle-même. On ne va peut-être pas la proposer indéfiniment. Autant
c'est assez rare, c'est assez difficile même de retirer un certain nombre de diplômes de l'offre de formation d'un établissement d'enseignement supérieur, autant on peut supposer que le catalogue des micro-certifications va être renouvelé de manière beaucoup plus rapide. Voilà, à partir du moment où c'est plus au catalogue, c'est que quelque part on considère que c'est plus tout à fait pertinent aujourd'hui. Pour ceux qui l'ont eu, au moment où ils l'ont eu, c'était pertinent, ça a duré un temps, et puis après on est passé à d'autres choses, et puis les métiers ont évolué. J'avais une question sur les micro-certifications partenariales. Est-ce que vous avez un petit peu de recul? Excusez-moi, Marc, vous vouliez rebondir sur... Je voulais simplement dire qu'il y a plusieurs universités qui ont mis des open badges sur enfin qui en ont. Nous, il y en a 10 à l'université Grenoble-Alpes, et c'est intéressant d'avoir peut-être un retour aussi national sur ce qui a été fait. Et voilà, nous, on est allé plus sur la valorisation des compétences transversales qui sont acquises lors du parcours de l'étudiant, mais en général en dehors des parcours, on va dire, de formation. Hein. Quelqu'un qui va s'engager, qui va faire de l'arbitrage pour la FFSU, la Fédération française du sport universitaire, etc., etc. Donc ces points-là, c'est intéressant peut-être d'avoir un retour national et regarder si l'évolution vers une blockchain ou autre peut être intéressante. Oui, par rapport aux micro-certifications partenariales, est-ce que vous avez déjà un petit peu de retour sur ces formations sur mesure qui peuvent répondre à des besoins précis, à des moments précis? Est-ce que c'est tout nouveau? Voilà, comment ça se passe? Effectivement, c'est tout nouveau. Donc, ce que je peux dire, c'est qu'on a 6 projets en cours, mais voilà, on n'a pas encore de retour sur l'usage. On est en train de les produire. On a eu des demandes. On essaye de répondre à ces demandes. On a des contrats qu'on est en train de signer avec nos partenaires, mais on n'a pas encore de recul sur l'usage. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu une demande d'une entreprise pour un ensemble de salariés de son entreprise, et ça déjà c'est un signe favorable. Et ça, effectivement, c'est la porte ouverte à ce que vous disiez un petit peu tout à l'heure par rapport à vous preniez la symbolique des monnaies locales. On peut tout à fait imaginer que selon le profil économique d'un territoire autour d'une université, on peut imaginer effectivement une grande variation géographique de différences de micro-certifications proposées aux 4 coins de la France pour répondre à des besoins locaux précis. Est-ce que c'est comme ça que ça va se dessiner aussi? Parce qu'à l'opposé, on a l'idée d'une reconnaissance au niveau européen, mais on a aussi effectivement des choses qui peuvent répondre à des besoins locaux. Et ça peut être en contradiction ou... Non, mais là, encore une fois, moi, je parlais d'un cadre, c'est-à-dire d'un nouveau... On parle de certification, donc on parle d'un nouveau format de diplôme. Après, elles peuvent être adaptées, effectivement, à des besoins très locaux. Hein. Je veux dire, à l'université numérique, là, par exemple, on a fait tout un programme autour du vin, qui effectivement va donner lieu, donc alors peut-être à des micro-certifications, mais à d'autres choses. Là, clairement, on l'a construit avec la Cité du Vin à Bordeaux, autour de la région bordelaise, on va le déployer en Bourgogne et en Alsace. Mais là, on répond à des besoins très locaux et des besoins d'une filière. Donc l'un n'empêche pas l'autre. Hein. Vraiment, la question, c'est comment on certifie ça et comment on le fait connaître. C'est tout. Notre métier, c'est de certifier. La première mission d'une université, c'est de diplômer. On peut enlever tout le reste, à la limite. Si jamais on lui enlève ça, il n'est plus rien, quoi. Donc, il faut qu'on certifie. Encore une fois, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais pour répondre à votre question, là, pour vous parler du CPF, etc., on a un problème avec nos certifications. Aujourd'hui, elles sont toutes reconnues au RNCP, 4% de CPF. Donc, vous voyez, ça prouve bien qu'il y a quelque chose qui ne passe pas. Il y a une courroie de transmission qui ne passe pas. Je veux dire, ce qui n'augure pas de leur qualité, mais ce qui augure de leur inscription dans le monde socio-économique. Est-ce qu'il y a une question, une dernière intervention? On va avoir 2 personnes là qui doivent intervenir pour vous donner des informations. Mais on a encore quelques minutes éventuellement. Oui. Ah, on a quelqu'un en bas. Super. Oui, bonjour et merci pour ces exposés tout à fait clairs et intéressants. Donc, je suis Christine Brugnot de la DGZIP et on est interrogé évidemment régulièrement sur la question des micro-certifications. On avait travaillé en interministériel en 2021, je crois, sur une note des autorités françaises pour dire, nous, le cadre français, c'est celui-là. Donc RNCP, bloc de compétences, répertoire spécifique, etc. Sinon, ça aura du mal à être reconnu. On voit bien que ça répond à un besoin, hein, très clairement. On a discuté avec le CNAM, on a discuté avec les gens qui portent le projet Digital FCU, etc.
Il y a aussi une autre utilisation de la notion de micro-certification dont vous n'avez pas du tout parlé, mais dont nous, on entend parler. C'est dans le cadre des projets des universités européennes ou des alliances d'universités. Et là, en formation initiale, je reconnais que c'est parce qu'il n'y a pas de cadre national aujourd'hui. La notion de micro-certification est utilisée non pas pour répondre à un besoin du marché du travail, non pas dans une optique formation tout au long de la vie, mais pour permettre à des étudiants d'avoir le petit truc qui leur manque pour être mobile, voilà, enfin, ce genre de choses. Donc une utilisation complètement différente en formation initiale. Et j'aurais voulu savoir s'il y a des expériences qui essayent de matcher les deux ou qui se font en concertation avec la formation continue pour essayer de concilier ces différentes approches, parce qu'eux, ils sont plutôt dans une approche ECTS, etc. Enfin, voilà. Ah oui, non, alors là, très très clairement. Donc moi, dans mes précédentes fonctions, j'étais le référent formation de la vie d'une Europa, qui était l'Université européenne de Panthéon-Sorbonne. On a construit 4 micro-credentials. Alors, ce sont effectivement... Bon, il y a déjà des DU pour les étudiants. C'est-à-dire qu'il y a déjà des formations complémentaires pour les étudiants dans certaines universités. Mais là, effectivement, ce sont des micro-certifications, des micro-credentials, qui relèvent d'un cadre pas très loin de celui que j'ai évoqué, et qui, par contre, sont ouverts à tous les publics, c'est-à-dire étudiants comme non étudiants. Par contre, c'est vrai qu'ils sont quand même en rapport avec le monde du travail et le monde de l'emploi. C'est-à-dire que ce sont des machines à mobilité professionnelle et à mobilité, on va dire, bon. La grosse idée, c'était de faire une mobilité qui ne passe pas forcément par Erasmus. C'est-à-dire qu'il n'exige pas d'avoir des dossiers, d'avoir des mobilités longues, d'avoir des mobilités lourdes, un peu sur le modèle d'Erasmus Week, quoi. Enfin, vous voyez, c'était des programmes de 2 semaines, 3 semaines, comme ça, et qui effectivement permettent... Mais c'est effectivement un autre usage. Ça c'est clair. Et elles étaient tarifées, par contre, des tarifs qui n'ont rien à voir avec d'autres. Mais là, effectivement, il y a un usage qui est plus dans le domaine de la formation initiale. Si je peux compléter, lors de ce séminaire UCAN à Cork, il y avait un atelier inter-alliance européenne auquel j'ai assisté, qui était très intéressant, où on voyait que les alliances universitaires européennes avaient commencé plutôt sur de la formation initiale, mais que le sujet de formation continue se développait, arrivait de plus en plus, et ce sujet des micro-credentials était le cœur en fait de la discussion inter-alliance. Déjà, ce qui était assez drôle, c'est que chaque participant se présentait en disant je suis un tel de l'université chose de tel pays et de telle alliance. Comme si sa carte vraiment professionnelle était composée de cette double identité, mon université, mon alliance européenne. Et sur la question des micro-credentials au niveau de la formation initiale, ce qui est apparu aussi, c'est que c'était une possibilité pour certains pays où effectivement il n'y a pas forcément une possibilité très forte de modularisation à l'intérieur des diplômes nationaux et d'individualisation des parcours, d'introduire ça, ce que nous on connaît quelque part depuis longtemps, le découpage en unités d'enseignement et le fait de pouvoir les prendre séparément ou de les adapter, de ne pas être obligé de prendre l'intégralité de la maquette. Et c'est en ce sens que les micro-credentials étaient intéressants pour la FI, pour pouvoir dire, parce qu'il y a aussi cette exigence d'individualisation des parcours. En même temps, on ne veut pas casser, et puis on a des enseignants nationaux qui ont prévu des maquettes de diplômes, on ne veut pas les défaire, mais comment on peut introduire un peu de modularité, d'individualisation à travers les micro-credentials. Donc c'est aussi effectivement un usage qui se révèle dans ces alliances européennes. Eh bien, merci à vous. Je crois qu'on peut les applaudir. Alors, je vais demander, on a parlé du UCAN à Cork, et je crois que l'année prochaine, il a lieu un petit peu plus près de chez nous. Donc, je vais laisser la parole à quelqu'un qui connaît bien le sujet. Si on peut avoir à l'écran le... Bonjour à tous. Je vous remercie tout d'abord de me laisser cette opportunité-là de présenter cet événement. Merci aussi donc de m'avoir ouvert la porte en parlant de UCAN plusieurs fois, donc ça me facilite un peu la tâche. Donc, je suis très honorée de vous annoncer que l'année prochaine, ce sera donc notre université de Lille et la direction de la formation continue qui organisera donc l'événement annuel de UCAN.
Donc ça aura lieu donc, du 4 au 6 juin, donc, sur le campus Cité Scientifique de l'Université de Lille. Et donc la thématique principale tournera autour de la culture de la formation tout au long de la vie dans les universités en Europe. Donc il a été beaucoup question d'acculturation, à la lifelong learning, à la formation continue au sein de nos établissements. Donc ce sera l'occasion donc, de venir en discuter avec nos homologues européens, de renforcer les collaborations et peut-être d'en créer de nouvelles. Donc on déclinera en fait cette conférence en 3 grandes thématiques. Les écosystèmes, donc comment on crée des écosystèmes durables, soutenables, avec tous les acteurs de la formation continue, tous les métiers qui sont impactés aussi et qui sont concernés par le développement de la formation continue. On déclinera ça également sur un autre axe plutôt stratégie, leadership et développement aussi des alliances européennes. Il sera question donc des alliances européennes qui seront invitées à nous rejoindre lors de cet événement. Et ce dont on a parlé très longuement tout au long de ce colloque, par le biais des micro-certifications, des blocs de compétences, tout ce qui va tourner autour de la flexibilité des parcours de formation pour répondre aux grands enjeux de transition qui nous concernent tous. Donc nous vous invitons à nous rejoindre l'année prochaine, et ce sera l'occasion de connaître, pour ceux qui ne connaissent pas encore donc le réseau YouCan, peut-être de voir justement ce que peut vous apporter ce réseau au sein de vos universités. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas forcément attendre toutes les réponses de l'Europe, mais pour autant, YouCan permet d'avoir une visibilité, en tout cas sur les grands sujets qui nous concernent. Donc il porte auprès des instances européennes toutes les recommandations qui viennent des établissements membres. Donc vous pouvez aussi porter cette parole auprès de YouCan qui la fera remonter auprès des instances européennes. Donc c'est vraiment une occasion de venir découvrir ce réseau et de nous rencontrer aussi à l'Université de Lille et de découvrir notre belle ville de Lille et notre belle région. Voilà, donc bienvenue l'année prochaine. Alors on a une dernière intervention et après vous pourrez aller vous dégourdir les pattes. Hop. Voilà. Hop, voilà. Alors, on va juste vous prendre quelques minutes pour vous présenter le nouveau format de la lettre d'information de la FCU. Donc là, l'idée, en fait, ça a été de retravailler sur un modèle de newsletter qui est un peu plus attrayante, un peu plus chaleureuse aussi, et donc de vous donner encore plus envie de lire cette lettre d'information. Ouais, juste quelques chiffres, on ne va pas vous prendre trop de temps. En fait, la première lettre a été envoyée donc, en 2019 et donc la 114e lettre a été envoyée il y a la semaine dernière, et donc vous recevrez la 115e lettre la semaine prochaine, puisqu'en fait c'est une lettre qui est envoyée tous les 15 jours. 1764 abonnés à ce jour, dont 70% d'adresses qui viennent de l'ESR. Donc l'idée c'est de faire grossir cette base de données, en fait j'ai envie de dire, et de l'ouvrir plus largement. On va vous dire juste après comment. 37,2% de taux d'ouverture, donc on n'est pas trop mal en fait par rapport à une moyenne de ce qui se passe au niveau de la formation, c'est plutôt 35,64%, donc on est un tout petit peu au-dessus, et 7,4% de clics moyens. Donc dans la newsletter, il y a des liens, voilà, et donc souvent vous cliquez sur les liens, on est à 7,4%. Par contre, là, on est plutôt bon parce que c'est 3,2% dans la moyenne nationale. Hop, non, c'est pas ça, je me suis trompé. Si, voilà. Alors voilà, en fait, là, alors on a souhaité donner un petit coup de jeune à la newsletter, en fait. C'est moi qui l'avais fait au départ, je suis pas graphiste, donc on s'est fait quand même aider d'un graphiste, en fait, pour que ce soit un peu plus attractif. Donc rapidement, il y aura toujours l'édito. L'édito, donc, qui est porté par un membre du CA. Quand l'édito sera plus long, voilà, désolé, on va vous inviter à aller lire la suite de l'édito sur le site de la FCU, pareil, qui a été légèrement remodifié avec une rubrique lettre d'information. Voilà. On ne voulait pas contraindre en fait le nombre de mots pour l'édito, donc on renvoie vers le site.
Il y aura toujours la section « On a repéré pour vous », c'est un petit peu de veille en fait qu'on fait pour vous tous les 15 jours. L'idée qui vous inspire, c'est un petit peu le focus qu'on avait sur la newsletter jusqu'à maintenant. Voilà, donc c'est pareil, on va faire appel à contribution pour que vous puissiez mettre en avant des choses qui ont été faites dans vos universités. Souvent, pour remplir le focus, je suis un tout petit peu à sec, donc je fais souvent appel à Benoît, qui est très productif sur LinkedIn et qui me fournit du contenu, donc merci Benoît. Voilà. Ça se passe dans les universités, donc c'est pareil, en fait, c'est les bonnes choses qui ont été repérées dans les universités. Alors c'est pareil, on vous demande de nous les faire remonter donc, par le biais de Bénédicte. C'est toujours intéressant de voir ce que font nos collègues. Les témoignages aussi, on souhaite mettre en avant des témoignages. Il y aura toujours la rubrique agenda. On vous invitera aussi à recommander cette lettre, à la partager au maximum, encore une fois pour faire grossir la base de données. Et puis donc, il y a une rubrique qui s'appelle « Avant de partir » où on pourra mettre une photo. Alors quand on n'a pas de photo, souvent c'est difficile à illustrer. En fait, j'ai du mal à récupérer les photos. Donc ce sera voilà, une petite rubrique « Avant de partir », un petit truc sympa qu'on a repéré. Voilà. Hop, je rebascule. Voilà, donc si vous n'êtes pas encore inscrite, n'hésitez pas à vous inscrire à la lettre. Faites-la connaître au maximum. Voilà, donc pour la faire connaître. Marion, si tu veux ajouter un truc. L'idée, en fait, c'est vraiment que tout le monde puisse participer, être acteur et actrice de cette newsletter. Donc, surtout, n'hésitez pas, quand vous avez du contenu, des photos, quand il y a des événements dans vos services, dans vos universités, etc., à nous envoyer des photos, des infos que nous, on puisse relayer dans cette lettre d'information. Voilà, le but, c'est que tout le monde puisse contribuer à ça pour nous aider. Merci. Merci à vous.